Là oui, j'entends, on va fermer la porte. Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce mardi 26 avril. 1700 suppressions de classes dans le primaire confirmées aujourd'hui par Luc Châtel. Ségolène Royal monte aussitôt au créneau sur ce thème qui mobilise jusqu'aux plus petits villages de France. Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi affichent leur entente. Leur demande d'une modification des règles de libre circulation en Europe n'est pas repoussée par Bruxelles. Débat à suivre avec sur ce plateau l'ambassadeur de Tunisie auprès de l'UNESCO, M. Chamari, et Jean Bizet, qui est le président de la Commission des affaires européennes du Sénat. Le mot massacre n'est pas exagéré pour qualifier la répression par l'armée de la contestation en Syrie. À Deraa, les chars pilonnent à nouveau aujourd'hui et sans cesse une population aux abois. Notez également avec nous ce soir les sénateurs Martial Bourquin et Alain Chatillon sur la désindustrialisation de la France, qui a fait l'objet d'un débat aujourd'hui au Sénat et qui revient dans l'actualité avec bien sûr 2012 en perspective avec, on le sait, Marine Le Pen qui séduit l'électorat ouvrier. L'école face à l'austérité budgétaire, donc à la prochaine rentrée, près de 9000 postes vont disparaître, ainsi que 1500 écoles, alors que le nombre d'élèves va augmenter. Le ministre de l'Éducation nationale maintient le cap de la rigueur en relativisant l'impact des coupes qui affecteront le primaire après les collèges et lycées. Reportage de Patrick Jean-Pierre. Cette annonce de fermeture de classe dans le primaire à la prochaine rentrée sonne pour le monde de l'éducation comme un coup de grâce. Et pourtant, le ministre de l'Éducation nationale, droit dans ses bottes, reste ferme et déterminé. 9000 postes d'instit supprimés, 4900 élèves de primaire et de maternelle attendus en plus, 1500 classes supprimées, l'équation se tient. Il n'y a pas de problème dans l'équation dans la mesure où il y a aujourd'hui plus de professeurs et moins d'élèves dans le système éducatif qu'il y a 15 ans. Et est-ce qu'en 15 ans, ces efforts nous ont permis d'obtenir de meilleurs résultats? La réponse est non. Une réponse qui ne satisfait pas l'ex-candidate du PS à la présidentielle de 2007. Ségolène Royal, coutumière du genre, assez discrète ces derniers temps, sort de son silence pour surfer sur la vague contestataire du jour. Accompagnée du député Jean-Marie Le Guen, un fidèle de DSK, l'affiche est sur mesure pour mener campagne contre les suppressions de postes et de classes dans l'enseignement. Aujourd'hui, avec les coupes sombres qui sont portées, les coups qui sont portés contre l'école de la République, eh bien les parents sont très inquiets parce qu'ils savent que leurs enfants n'ont plus de chance égale de réussir à l'école. La question de l'éducation était au centre d'une table ronde aujourd'hui au Sénat, l'occasion pour les membres de la mission sur l'organisation territoriale du système scolaire de réagir également aux propos du ministre. Ce n'est pas le nombre d'élèves par classe qui compte, et surtout pas à travers la moyenne, mais qu'il faut regarder les situations locales, qu'il faut regarder les situations dans les quartiers en difficulté, qu'il faut regarder la situation sociale des enfants. À quelques mois de la présidentielle de 2012, l'éducation devient de plus en plus un thème majeur de la prochaine campagne. Et la mobilisation est forte localement, je vous le disais, des actions contre ces fermetures de 1500 classes à la prochaine rentrée sont recensées par les syndicats dans une soixantaine de départements. À noter par ailleurs le revirement de Luc Châtel qui apporte aujourd'hui son soutien au pass contraception lancé par la région Île-de-France à destination des lycéens et lycéennes. Et il avait dénoncé pourtant l'initiative en la matière de Ségolène Royal en Poitou-Charentes. Jean-Pierre Chevènement envisage-t-il sérieusement de se présenter en 2012 ? En tout cas, le mouvement républicain et citoyen dont il est désormais le président d'honneur vient d'envoyer une lettre à 600 maires, ceux qu'il avait soutenus en 2002, pour leur demander un engagement de parrainage. Information que me transmet François Vignal de publicsénat.fr où vous retrouverez tous les détails de cette information. Un nouveau suicide à France Télécom et pour la première fois le geste ultime d'un salarié qui s'est immolé par le feu. L'employé de 57 ans a commis ce geste désespéré sur le parking de l'entreprise à Mérignac près de Bordeaux. Ce père de 4 enfants au statut de fonctionnaire était représentant du personnel pour la CFDT et il avait dans le passé, à l'époque du PDG Didier Lombard,
part manifesté ses difficultés face à la réorganisation de l'entreprise. Ce nouveau drame prouve, selon les syndicats, que le malaise social n'est pas levé à France Télécom. Les dirigeants occidentaux haussent le ton contre la Syrie qui poursuit sa répression sanglante, une brutalité devenue inacceptable selon le mot de Nicolas Sarkozy qui abandonne donc la carte Bachar al-Assad jouée depuis quelques années pour apaiser la situation au Proche-Orient. Les dernières informations en provenance de Syrie et notamment de Dera confirment le recours aux méthodes les plus brutales pour écraser la population. Aurélien Romano. Voilà les images qui ont décidé les dirigeants européens à hausser le ton. La ville de Dera, berceau de la contestation syrienne, a été pilonnée hier par l'artillerie. Résultat, au moins 30 morts selon les manifestants. Ils sont l'unique source des images via leur téléphone portable. La répression de plus en plus violente du régime aurait déjà fait 400 morts depuis le 15 mars. Face à cela, la France et ses partenaires européens travaillent à une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. Une résolution condamnant les violences. Je crois qu'il faut d'abord une résolution de l'ONU, parce qu'on ne peut pas rester insensible et passif quand il y a un peuple qui s'exprime, qui aspire à la liberté et contre lequel on envoie des chars. Pour le Parti socialiste, il faut aller beaucoup plus loin qu'une simple condamnation. Les échanges économiques avec la Syrie sont montrés du doigt. En Syrie, moi je pense qu'il faudrait commencer à dire qu'on arrête de commercer avec la Syrie. Il faut clairement et des résolutions des Nations Unies et des décisions de l'Union européenne, des États-Unis, de poser des restrictions au commerce, de poser des restrictions sur les avoirs des dirigeants syriens. Les États-Unis sont pour le moment les seuls à envisager des sanctions ciblées contre les avoirs des dirigeants syriens. Des sanctions qui pourraient être décidées de façon unilatérale sans passer par l'ONU pour éviter un éventuel veto de la Chine et de la Russie. L'OTAN envisage d'envoyer un représentant à Benghazi, la ville rebelle libyenne. Les forces pro-Kadhafi ont bombardé aujourd'hui à nouveau le port de Misrata, mais la rébellion se dit confiante, alors que le colonel Kadhafi, on le voit sur ces images, a fait sa réapparition après le bombardement du bâtiment ce week-end, le bâtiment qui abritait son bureau. Rétablir provisoirement les frontières, c'est la demande conjointe de Silvio Berlusconi et Nicolas Sarkozy. Le sommet franco-italien qu'on annonçait périlleux sur la question de l'immigration a été l'occasion d'une manifestation d'unité. Élise Cardi. Fini les divisions et les renvois d'ascenseurs. Entre Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi, c'est l'union retrouvée. Les deux hommes se sont mis d'accord sur la question des migrants tunisiens. Ils annoncent d'avoir écrit ensemble et d'une même voix une lettre au président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Dans cette lettre, il y a des choses très simples. Nous demandons un renforcement du travail en commun, une évaluation commune de la situation, un échange des bonnes pratiques, le renforcement de Frontex. Mais dans cette lettre, il demande surtout à Bruxelles d'examiner la possibilité de rétablir temporairement le contrôle aux frontières intérieures des États membres dans certaines conditions exceptionnelles, soit une remise en cause des accords de Schengen. Schengen, c'est pas l'Europe passoire. Schengen, c'est la capacité que nous avons ensemble à assumer une liberté totale de circulation des personnes, à condition évidemment que cela se fasse dans les règles prévues. On va au-devant d'une revendication du Front National qui depuis tout temps a demandé à ce que soient suspendus les accords de Schengen. Donc tout ça pour moi ne me paraît pas très cohérent parce qu'il existe des dispositifs aujourd'hui pour réguler l'immigration. Il y a des accords aussi internationaux. Je crois que le gouvernement joue à l'apprenti sorcier et que tout cela n'est pas de bon augure. Selon un de ses porte-paroles, la Commission européenne a déjà décidé de redéfinir dans quel cas ces conditions exceptionnelles pourraient être appliquées. Des propositions devraient être faites le 4 mai prochain par la commissaire en charge de la sécurité. Alors pour en savoir plus justement sur cette réaction, ce soir à Bruxelles, on retrouve sur place François Bedonnet. Eh bien, du côté de la Commission européenne à Bruxelles, ce soir, c'est un peu le soulagement. Les responsables européens craignaient en effet que la France et l'Italie se réconcilient à bon compte sur leur dos, si je puis dire, et leur fassent porter le chapeau. En fait, il n'en est rien. Paris et Rome ont redit leur attachement aux accords de Schengen. Or, c'est important, car la libre circulation des hommes est l'un des piliers de la construction européenne. Les deux capitales ont également dit qu'elles voulaient plus de moyens pour Frontex. Alors, Frontex, c'est l'organisme chargé d'assurer la sécurité aux frontières extérieures de l'Europe. Il y a 50 000 km de frontières tout autour de notre continent. Or, depuis longtemps, la Commission européenne
veut que Frontex dispose de ses propres navires ou de ses propres avions. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le conflit franco-italien va permettre de reparler de tout cela. Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi veulent enfin pouvoir réinstaurer plus facilement des contrôles aux frontières. Pourquoi pas, répond Bruxelles, qui rappelle que par le passé, certains pays, dont la France, l'ont déjà fait. Alors maintenant, la semaine prochaine, la Commission européenne va faire des propositions et au mois de juin, les chefs d'État réunis en sommet devront décider ce qu'ils veulent faire. En tout cas, ce soir, il semblerait qu'on soit sorti d'une crise politique aiguë pour entrer plus calmement dans une phase de réforme. Avec nous donc ce soir, Kemaïs Chamari, bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur de Tunisie auprès de l'UNESCO. Hein. Vous êtes un grand militant des droits de l'homme dans votre pays et en exil évidemment ces dernières années. Avec nous également Jean Bizet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président UMP de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat. On va d'abord évoquer ce phénomène des migrations clandestines que dénonce le Premier ministre de votre pays. Comment est-ce qu'il est vécu côté tunisien et quelle est son ampleur selon vous? Écoutez, il ne s'agit pas de nier la réalité, une réalité qui est difficile. La question n'est pas simple. Ça se chiffre, disons, aux alentours de 20 000 migrants sur Lampedusa particulièrement depuis 2 mois. Qu'est-ce que vous dites, vous? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes qui partent et qui soulignent cet incroyable paradoxe? Ils quittent leur pays au moment où celui-ci retrouve sa liberté. D'abord, j'essaie de comprendre. Oui. Et c'est vrai que les attentes sont grandes au lendemain de la révolution qui a eu lieu en Tunisie, et il n'est pas possible d'y répondre immédiatement. Avoir tout ici et maintenant ne paraît pas quelque chose de possible. Encore faut-il faire un énorme effort de dialogue avec ces jeunes notamment, qui ont accepté de partir dans des conditions scandaleuses, avec des passeurs qui leur ont fait payer très cher le coût de ce voyage vers l'inconnu. Mais ce qui me frappe par contre, et je vais venir au fond du sujet, c'est que sans nier l'importance du problème, ce qui me frappe beaucoup, c'est la frilosité avec laquelle l'Europe, et notamment la France et l'Italie, réagissent en se renvoyant la balle dans les conditions que vous savez. Et je crois que cette question mériterait un peu plus d'humanité, d'être traitée avec un peu plus d'humanité. Je voudrais simplement rappeler une chose, c'est qu'il y a quelques semaines encore, la Tunisie a accueilli sans fanfare plusieurs dizaines de milliers de personnes qui fuyaient la guerre à partir de la Libye. Oui, et ça continue. Vous avez vos propres migrants, que vous leur réservez un meilleur accueil que nous, les vôtres? Je crois, honnêtement, je crois, parce que il y a eu une mobilisation extraordinaire pour que ces migrants, notamment d'Afrique subsaharienne, puissent quitter sans encombre la Tunisie et dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Monsieur Bizet, que dites-vous à cela, sur ce traitement que l'Europe réserve à ces migrants tunisiens? Écoutez, je reçois le message de monsieur l'ambassadeur et que la réaction de l'Europe se fasse avec plus d'humanité. Je ne peux pas dire le contraire. Ceci dit, il a dit la France et l'Italie. La France et l'Italie. Vous avez raison de me reprendre. Ceci dit, ce sont la France et l'Italie qui sont aux premières loges, en quelque sorte, de ce délicat problème. Ceci dit, il existe des règles bien précises au travers de la gestion de l'espace Schengen, y compris la mise en place de ce qu'on appelle les clauses de sauvegarde. Ce n'est pas facile, c'est assez douloureux, mais il faut comprendre que si ces règles existent, il faut les appliquer. Mais avant cela, je crois que la réalité du problème, c'est qu'il faut aussi conclure très vite des protocoles d'accord entre la France, l'Italie d'un côté et la Tunisie, pour permettre à ces jeunes qui, au-delà de la démocratie, ont soif d'engager un cursus professionnel, de pouvoir le réaliser dans leur propre pays. Et là, c'est là où on voit toute la pertinence de la réflexion qui était celle du président de la République au travers de l'Union pour la Méditerranée, qui avait été une réflexion, je dirais, plutôt franco-française, peut-être pas assez expliquée, peut-être mal comprise, qui aujourd'hui est redéclinée au niveau communautaire au travers de ce qu'on appelle le pacte pour la démocratie et la prospérité partagée, avec des fonds qui commencent à être importants. Et avec les nouveaux partenaires issus des révolutions arabes, cette fois, parce que là, on avait misé sur les dictateurs. Absolument. Jusqu'à présent. Absolument. C'était les seuls interlocuteurs, entre guillemets, de l'époque. Oui, mais ce n'était pas faute de les avoir alertés sur la gravité de la situation. Je suis bien placé pour le savoir.
Et pourtant, ça a été vraiment une volonté affirmée, affichée, de prendre en compte toutes nos mises en garde. Au point que, je vous le dire, c'est pas... Au point que moi, j'ai fait partie des persona non grata auprès de l'ambassade de France en Tunisie. Ce qui ne m'est jamais arrivé sur 40 ans de vie politique. Pourquoi? Parce qu'il y avait une volonté déterminée et sans aucune nuance possible à soutenir le régime de M. Ben Ali. Je crois que ces révolutions dont on peut saluer, je dirais, l'émergence, ont surpris tout le monde. Absolument. Et puisque vous avez parlé de M. Ben Ali, c'est une réflexion que nous avons eue cet après-midi même en commission des affaires européennes. Et c'est un de nos collègues, Denis Badret, sénateur des Hauts-de-Seine, qui l'a émise. Et donc je lui rends la paternité. Je pense que très clairement, il faudrait rapidement remettre en place ce concept de l'UPM. Et précisément, pourquoi pas, utiliser l'argent, qui est l'argent des Tunisiens, l'argent de la famille Ben Ali, pour, à travers des prêts relais, eh bien, amorcer la nécessaire reconstruction et redéveloppement économique de ce pays, ce qui aurait pour but de tarir, entre guillemets, eh bien, tous ces immigrants, 20-25 000, comme vous me l'avez dit, qui sont passés par les... Monsieur Chamary, de quoi votre pays a le plus besoin aujourd'hui? Aujourd'hui, un des défis principaux et essentiels à la transition démocratique, c'est le défi économique et social. Il faut en être tout à fait conscient. Notre pays aujourd'hui a besoin, qu'on puisse sauver la saison touristique. 2, que la communauté internationale apporte son soutien de façon plus déterminée qu'elle l'a fait jusqu'ici. Et lors de la visite de M. Juppé en Tunisie, un geste important a été fait de ce point de vue. 3, qu'on comprenne bien, même si les feux de l'actualité font que la Tunisie n'est plus au premier rang aujourd'hui, qu'il se passe des choses importantes, notamment en termes d'évolution institutionnelle en Tunisie, avec ce cap, cette échéance qui est fixée. On en parle peut-être moins dans les médias. Bon, il y a des événements dramatiques qui se passent pas très loin. Syrie, la Libye, bien sûr, etc. mais parce que peut-être aussi on a confiance dans ce qui se passe dans votre pays, dans cette transition. J'espère, mais cette transition, maintenant un cap est fixé. Ce sont les élections de l'Assemblée constituante prévues pour le 24 juillet prochain, avec des signes annonçateurs qui sont positifs, puisque c'est pour la première fois que dans un pays du monde arabe est adoptée une disposition concernant la parité effective homme-femme sur les listes de candidature. Monsieur Bizet, est-ce que vous êtes complètement rasséréné sur ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui, ou est-ce que vous avez des inquiétudes? Puisque dans certains camps politiques, notamment celui de la majorité, on a évoqué la peur de l'islamisme. Oui, certes, mais quand on écoute Monsieur l'ambassadeur avec, je dirais, la modération qui est la sienne, c'est vrai que nos sorts sont liés en la matière. S'il se développe une démocratie équilibrée, s'il se développe une activité économique, eh bien, ce sera bon des deux côtés de la Méditerranée. Et je reviens à cette notion d'union pour la Méditerranée, qui a été une idée prémonitoire et qu'il faudrait très rapidement remettre en place avec un redimensionnement, je dirais, communautaire, parce que les fonds pour y injecter sont considérables. Étant bien entendu que l'UPM, les chantiers de l'UPM ne comprennent pas un volet immigration. Absolument, absolument. Absolument. Ceci étant, si vous voulez, les réflexions que l'on entend aujourd'hui de certains responsables politiques que je qualifie de totalement irresponsables, des propos démagogiques et populistes, ne règlent pas la situation. La situation ne pourra se régler qu'au travers des décisions et des actions économiques et sociales. Vous évoquez Marine Le Pen. Tout à fait clairement. Mais alors, il y a des voix à gauche qui dénoncent le gouvernement, estimant qu'il est devenu fanatique en matière d'immigration. C'est par exemple Harlem Désir qui dit justement que Nicolas Sarkozy court derrière Marine Le Pen, d'où sa volonté de suspendre les accords de Schengen. Que répondez-vous à cela? Non, c'est ridicule. C'est ridicule de ce type, je dirais, de réflexion. Moi, je considère que les accords de Schengen existent depuis 1985, s'exercent sur 23 pays sur 27 et qu'il y a des règles précises. D'ailleurs, la Commission européenne n'a pas condamné la France
lorsqu'elle a diligenté des contrôles. On en a eu la confirmation tout à l'heure avec les dernières informations de Bruxelles. Un mot pour conclure, monsieur l'ambassadeur. Pour conclure, et sur cette question, je veux dire qu'il faut se garder, à droite comme à gauche, de toute surenchère sur une question aussi délicate et aussi difficile. J'ai sous les yeux un communiqué qui vient de tomber de monsieur le maire de Paris, et sans aucun esprit, sans aucun parti pris, je veux dire qu'il a su trouver la hauteur de ton qui sied à cette situation. Il dit effectivement que l'Europe ne réserve pas le traitement qui convient aux migrants tunisiens. Avec en plus des mesures très concrètes s'agissant des 200 migrants qui sont sur le territoire de la ville de Paris actuellement. Oui. Un mot, monsieur Bizet. Juste un mot pour dire que le Sénat est bien conscient des difficultés inhérentes à ce problème. Et avec mon collègue Pierre Léguillier de l'Assemblée nationale, nous venons de créer une commission de suivi des espaces de Schengen, députés, sénateurs, majorité, opposition. Merci à tous les deux. C'était la question du nouvelobs.com. Faut-il rétablir les contrôles aux frontières? On découvre vos réponses. Vous avez dit non à 54%, oui à 43%. Allez, dernière page du 19h. Comment lutter contre les fermetures d'usines, ce qu'on appelle la désindustrialisation? Une mission sénatoriale, on le sait, s'est penchée sur cette question qui a été débattue aujourd'hui même. Avant d'accueillir donc ces responsables, regardons cet extrait du documentaire de Fabrice Cunet qui montre qu'en Allemagne, les PME peuvent s'appuyer là-bas sur les grands groupes. Direction Aaren, Philippe Blandinière visite le site allemand de son entreprise. Ce patron français est aussi implanté en Inde, aux États-Unis et en France. Nous avons 140 personnes sur ce site qui représente le site le plus important du groupe puisque nous avons 350 personnes dans le monde. Philippe Blandinière s'est amusé au jeu des comparaisons entre ses salariés français et allemands. À compétences égales, il y aurait 2 à 3 euros d'écart par mois. Les coûts pour l'entreprise sont à peu près semblables, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Ça veut dire qu'effectivement, il y a eu un rattrapage pour la France et que la France aujourd'hui est montée au coût du travail allemand. Ce que moi je dis, c'est que le coût du travail a un effet relativement faible par rapport à ce succès. Selon lui, la croissance des PME allemandes aurait une toute autre explication. Les grandes entreprises allemandes parrainent et suivent les entreprises de petite taille ou de moyenne taille allemandes. Ça veut dire que les entreprises allemandes se serrent les coudes à l'international. En France, une grande entreprise ne va pas parrainer, n'aidera pas véritablement une PME à se développer à l'international. Ça, c'est une grande différence. Et ça pourrait faire débat. Voilà, et on retrouvera ce documentaire de Fabrice Cunet. Prochaine diffusion, ce sera samedi sur Public Sénat à 23h15. Avec nous, Martial Bourquin, bonsoir. Bonsoir. Sénateur socialiste du Doubs, vous avez présidé cette mission d'information. D'ailleurs, vous avez refusé de voter le texte. Hein. Alain Chatillon est également avec nous, sénateur UMP de Haute-Garonne. Vous étiez le rapporteur de cette mission. Ce débat qui a suivi votre mission a-t-il été utile aujourd'hui, selon vous? Est-ce que là, au moins, vous pouvez vous retrouver sur une position d'accord, monsieur Bourquin? Il y a un accord sur le diagnostic. Oui. On a perdu 5 à 700 000 emplois. On a des bassins d'emploi qui sont en grave difficulté. Nous avons une désindustrialisation massive. Ensuite, ça c'est d'accord. Oui. Ensuite, sur les remèdes, il y avait 4 points de désaccord. Alors, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes d'accord, hein, sur le pôle de compétitivité, le crédit impôt recherche resserré, et tout cela. Recréer une culture de l'industrie. Voilà, faire en sorte qu'on passe de la société post-industrielle, qui était une idéologie, à une culture industrielle. Faire en sorte que vraiment, on se dise, en France, on ne s'en sortira que si on a un vrai socle industriel. Alain Chatillon. Oui, mais moi, peut-être que c'est ma formation d'ancien chef d'entreprise pendant 35 ans qui fait que j'aime le consensus. Et je crois qu'on a su trouver sur l'essentiel, sur les 17 propositions formulées, je pense qu'elles ont retenu l'attention de tous. Alors, ensuite, il y a quelques divergences sur l'analyse au niveau du coût du salaire, etc. Oui. Mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est effectivement quelles sont les propositions d'action. Car c'est de réindustrialisation dont il faut s'occuper. Alors c'est une question fondamentale pour les emplois, bien sûr pour la place de la France dans l'Europe et dans le monde. Est-ce que selon vous, ce débat est relancé par ce sondage qui montre que Marine Le Pen est la femme politique qui séduit le plus les ouvriers? Monsieur Bourquin, vous qui êtes élu d'un département ouvrier, ça doit quand même vous toucher. Si j'ai demandé
avec force dans mon groupe et au Sénat cette mission d'enquête, cette mission d'information, c'est parce que je sais qu'il y a une désespérance sociale. Et que cette désespérance sociale peut mener effectivement à un vote protestataire, peut mener à un vote d'extrême droite. Alors, cela